Alors merci pour cet accueil. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. En fait, je fais assez rarement de présentations à un public, grand public, et surtout avec des jeunes, donc je suis très content d'être là. Le thème de ma présentation sera la suivante. En fait, je vais beaucoup parler de climatologie et aussi de quelques concepts mathématiques, et en particulier de la probabilité et de la statistique. Et donc, moi, je travaille au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique, près de Saclay, à Paris, dans le laboratoire de climatologie. Alors là, j'ai la première notion que je voudrais introduire est la suivante. C'est la différence entre la météo et le climat. Peut-être c'est évident pour certains d'entre vous, mais je pense que c'est bien de le rappeler parce que ça permet en fait d'introduire la notion de distribution de probabilité un peu plus tard. Alors je sais que l'éclairage est assez fort, mais on n'a pas le droit d'être dans la lumière. Donc ce qui est représenté sur la carte ici, c'est bien sûr une carte de la météo, et la question qui m'intéresse ici, c'est non pas de savoir, par exemple, quelle sera la température demain, ou après-demain, ou ce week-end, mais plutôt quelle sera la température du globe, peut-être dans 10 ans, 20 ans, 50 ans ou un siècle. Donc la différence fondamentale entre la météorologie et la climatologie, c'est surtout l'échelle de temps et l'échelle spatiale. Alors, il y aura quelques phrases en anglais, mais on m'a dit que les collégiens aujourd'hui parlaient très très bien l'anglais, donc je ne m'inquiète pas du tout par rapport à ça. Et donc il y a quelqu'un, un mathématicien, physicien assez fameux, Lorentz. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lorentz, non? Non. Et en particulier, il a travaillé sur la notion de chaos, la notion de dynamique, et il a écrit cette phrase célèbre: "Weather is what you get and climate is what you expect." Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, la météo, c'est ce qu'on observe tous les jours. Et ça change. Alors que le concept de la climatologie, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a en moyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si on essaye de regarder un exemple, simplement vous prenez une pièce, vous la jetez en l'air, vous faites pile ou face, à chaque tirage, vous avez une réponse différente, mais ce qui nous intéresse, ça serait plutôt la météo, mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est en moyenne combien de fois je vais avoir pile, par exemple, avec ma pièce. D'accord? Donc ça, c'est une différence fondamentale, et je ne crois pas que dans le programme du lycée, vous avez des cours de statistiques ou de probabilité en maths, non? Si? Oh, bah c'est super, on va pouvoir avancer plus vite alors. Et donc, une idée très répandue, même par certains ministères de la recherche, n'est peut-être pas vraie, en fait. Par exemple, il y a quelqu'un d'assez connu qui a dit on ne peut pas prévoir la météo à 5 jours, alors comment prévoir le climat? Et la réponse est on ne le sait pas. Vrai ou faux? Donc, c'est faux puisque l'objet, en fait, c'est un syllogisme, en fait, parce que l'idée, c'est de se dire, A implique B, alors B implique C. Mais c'est pas tout à fait vrai, puisque la météo n'est pas le climat. Et comme je dis, il faut ne pas confondre le climat et la météo. La météo, c'est vraiment une révélation du climat. Et le climat, c'est beaucoup plus global. Et en fait, on peut prévoir des choses en climatologie. Par exemple, vous pouvez prévoir des choses. Par exemple, vous pouvez prévoir que l'été, à Marseille, sera plus chaud que l'hiver. Et ça, c'est bien de la climatologie. Moi, par exemple, je pense, avec une grande certitude, que la température moyenne sur l'Europe en 1900 était beaucoup plus froide de ce qui va se passer en 2020. Et voilà, parce que on a, comme tu l'as indiqué, le problème du réchauffement climatique.
Et en fait, l'objet d'étude donc de la climatologie, c'est de se dire, c'est dommage qu'on puisse pas trop voir les questions à laquelle les climatologues essayent de répondre. C'est ici vous avez une distribution, une densité de probabilité. Et donc la question qui se pose, par exemple, c'est est-ce que la moyenne, par exemple, de la Terre, qui est à peu près autour de 15 degrés, est-ce qu'elle va se déplacer dans le temps, et est-ce que cette distribution va changer aussi en forme? D'accord? Et si on regarde un petit peu cette distribution de probabilité, ben on se dit par exemple que la vague de chaleur de 2003, qui est à peu près ici, eh bien, si on déplace la distribution, peut-être qu'elle deviendra non plus un événement exceptionnel, mais plutôt un événement assez fréquent, avec les conséquences qu'on peut imaginer. Alors, je vais avoir quelques transparents pour vous expliquer un petit peu la machine climatique, parce que c'est un système, et souvent, les gens ont assez peu de connaissances là-dessus. En fait, l'idée de base pour le climat, c'est de la physique, et en particulier, ce que vous avez le moteur, qui est le soleil, le rayonnement, et le rayonnement atteint l'atmosphère, et enfin atteint la surface du globe. Et donc, il y a plusieurs façons, ce rayonnement, cette chaleur, est départagée, découpée en plusieurs parties. Et bien sûr, il y a une partie qui est réfléchie. Par exemple, vous avez des nuages, et c'est réfléchi par les nuages. Autrement, il y a une autre radiation qui est plutôt la radiation qui va être émise par la Terre. La Terre va recevoir de la chaleur, et après, ça va être réémis dans un autre domaine spectral. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Puisque c'est pour vous montrer un petit peu la complexité du système. D'accord? Dans le système climatique, donc, il y a de l'énergie qui vient du Soleil, et ensuite, cette énergie est transportée, et en particulier, comme vous le savez tous, sur Terre, il y a des océans, il y a des montagnes, il pleut, et aussi, il y a nous. Nous, on va émettre, par exemple, des gaz à effet de serre, mais pas seulement ça. Et il y a aussi les éruptions volcaniques qui apparaissent de temps en temps. Donc tout ça, ça va changer, en fait, la façon dont l'énergie qu'on reçoit du Soleil va être répartie et redistribuée. Alors, je reviens beaucoup sur cette histoire du Soleil, puisque il y a une différence fondamentale entre la façon dont le Soleil arrive sur Terre, c'est-à-dire que c'est quelque chose de directionnel. Comme vous le savez, en fait, la Terre est inclinée à 23,5 degrés. Et ça, le fait que ça soit incliné, ça permet d'avoir des saisons. Mais aussi, ça a une autre conséquence, c'est que si vous avez une boule et que vous l'éclairez, et si cette boule est inclinée, et ça tourne, il y a certains moments où certaines parties de la surface de la Terre vont être plus chaudes que d'autres. D'accord? Par exemple ici, à l'équateur, on va recevoir plus de lumière. Par contre, la Terre, c'est une boule ronde, et elle va émettre, elle, dans toutes les directions possibles, et à une longueur d'onde différente. Donc en fait, la Terre, c'est plutôt des infrarouges, et le Soleil, c'est plutôt dans le domaine du visible. Donc ça va nous permettre d'introduire un concept que vous connaissez, c'est le concept du transport d'énergie. Comme on sait que la Terre, au niveau de l'équateur, va recevoir plus d'énergie, et dans les pôles, il y en aura moins, ça veut dire, mathématiquement, que la Terre va essayer de retrouver l'équilibre, et donc l'énergie de la Terre, ça va être transportée de l'équateur jusqu'au pôle. Et donc il faut des outils, des engins, pour transporter cette énergie. Et ce qu'on a sur Terre... Alors, ici, en fait, si vous regardez ce graphique-là, ici, par exemple, ça c'est la latitude. D'accord? Et là, c'est l'énergie en surplus. Et là, c'est l'énergie négative, en quelque sorte. Donc il y a déficit d'énergie, et là, il y a surplus, en fonction des latitudes. Donc au niveau global, on doit être en équilibre, soit à zéro. Mais en fait, en fonction de la latitude, on va avoir de l'énergie infrarouge et de l'énergie qui vient du Soleil. Donc il faut équilibrer tout ça. Donc le transport d'énergie se fait par l'océan
et par l'atmosphère. D'accord? Et ça produit un modèle très très complexe, ça produit des vents, etc. Et aussi, au niveau de l'océan, il y a aussi du transport. L'eau se déplace dans l'océan, et ça met beaucoup de temps à se déplacer quelquefois, des fois des centaines d'années, des fois même plus longtemps. Et ça c'est lié à un autre phénomène, que peut-être que vous connaissez, c'est le greenhouse. Quel effet? L'effet de serre. Ouais, quelqu'un a dit l'effet de serre, c'est ça. Alors, l'effet de serre, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas nécessairement la pluie, mais en fait, l'idée, c'est cette chaleur, en fait, elle est retransmise par la Terre, et suivant les gaz qu'on a sur la Terre, en particulier le méthane, le CO2, etc., c'est un effet naturel, en fait, l'effet de serre. C'est un effet nécessaire. Et en fait, ça renvoie de l'énergie sur la Terre et donc ça la réchauffe. D'accord ? C'est comme une balle de ping-pong en fait. La Terre va émettre le Soleil va émettre de l'énergie, ça va rebondir sur la Terre et les gaz à effet de serre, puisqu'ils vont être dans la gamme de fréquence du CO2 au niveau de la longueur d'onde, ça va réémettre vers la Terre. Donc en fait, c'est comme une protection autour de la Terre et ça permet d'avoir un système qui est en fait beaucoup plus chaud que ce qu'on aurait sans l'atmosphère. En fait, s'il n'y avait pas d'atmosphère, s'il n'y avait pas d'effet de serre, la Terre serait à moins 18 degrés. Donc, grâce à l'effet naturel de l'effet de serre, en fait, on est plutôt vers 15 degrés. Ouais. Mais le problème, dans cette partie de réchauffement, c'est que nous, les êtres humains, on ajoute en fait des gaz à effet de serre, en plus. Donc à l'effet naturel, on ajoute d'autres quantités, en particulier... Pardon ? Voilà, en fait, ça participe au réchauffement climatique, c'est-à-dire que l'énergie, les gaz à effet de serre vont faire que la Terre va se réchauffer. Et on pourrait dire... La question, en fait, donc pour arriver à la question que les climatologues se posent, et en particulier les modélisateurs du climat, c'est-à-dire que dans la modélisation du climat, ce que les gens font, les gens fabriquent en fait des avatars, des modèles climatiques, en mettant les équations de la physique, de la thermodynamique, de la chimie de l'atmosphère, etc. Et ils se posent la question, donc si j'ajoute des gaz à effet de serre, du CO2, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? On sait que ça va se réchauffer normalement, mais jusqu'à quand? Et pendant combien de temps? Alors, maintenant, je vais parler un petit peu des conséquences de ce réchauffement. Et donc, on a déjà mentionné ça tout à l'heure. Il y a plusieurs choses, plusieurs questions, en fait, qu'on peut se poser. C'est... est-ce que vraiment on émet beaucoup de dioxyde de carbone? Est-ce que peut-être par le passé, c'était le cas? En fait, ici, cette courbe, sur l'axe des X, vous avez les années, donc de 0, il y a 1000 ans et à 2000 ans. Et qu'est-ce qu'on voit très clairement sur cette courbe? C'est que la concentration de CO2 était assez faible, autour de 280 ppm, et ensuite ça a explosé depuis l'âge industriel en fait. D'accord ? Donc c'est une augmentation, on va dire, exponentielle. Et ça, comment on arrive à retrouver ces séries temporelles? C'est simplement en regardant en fait les carottes de glace. On pourrait dire, est-ce que simplement le CO2 ou d'autres choses? En fait, on peut parler du dioxyde de carbone, du méthane, des oxydes nitreux, des aérosols sulfureux. Ça augmente. D'accord ? Donc, alors, d'autres personnes peuvent dire, mais il y a d'autres causes qui peuvent émettre des gaz à effet de serre. Par exemple, en 91, il y avait l'éruption volcanique de Pinatubo qui a injecté beaucoup de particules dans la stratosphère, et ça a eu un effet de refroidissement.
Donc en fait, c'est un système très complexe, mais en moyenne, et c'est pour revenir à ce que j'ai au début, nous, ce qui nous intéresse, c'est la climatologie, donc c'est une échelle de temps assez longue et spatiale assez grande. En fait, c'est plutôt un réchauffement. Et donc, les conséquences de ça, si on regarde les mesures qui correspondent au niveau de la mer, alors peut-être que les Marseillais sont intéressés par ça. En fait, ça c'est global. Donc si on part de 1850 jusqu'aux années 2000, on voit que le niveau de la mer augmente de plusieurs dizaines de millimètres. Et en fait, c'est parce que la Terre se réchauffe, les liquides sont en expansion, et aussi les glaces qui se trouvent sur la Terre se retrouvent dans l'eau, quoi. Donc, mais c'est quand même un système très très complexe. Et pour expliquer ça, il faut des modèles climatiques. Alors maintenant, on va parler des températures. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau des courbes de température? C'est pareil. Celle-là, elle remonte à 1880. En fait, j'ai fait ce graphique-là la semaine... il y a 2 jours. Donc la NASA met à jour ces données tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 courbes ici, donc en fonction des années et en fonction de l'anomalie de température, c'est-à-dire la différence par rapport à un niveau de base. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit la courbe rouge, c'est-à-dire celle qui correspond à l'hémisphère nord. En fait, on voit qu'il y a un côté très statistique, c'est-à-dire qu'il y a des fluctuations. Chaque année, en fait, il y a une température moyenne différente. Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Mais il y a quand même une certaine tendance à l'augmentation. On peut remarquer que dans les années 40, il y avait un pic, et après, ça il y a une décroissance, et après, c'est reparti dans l'hémisphère nord. Et l'hémisphère sud, eh bien, lui, à partir des années 1910, a augmenté de manière assez constante. D'accord? Alors, je ne sais pas au niveau du temps, j'ai encore... Alors là, je vous présente ça comme si tout était parfait, on connaissait tout. Mais en fait, il y a beaucoup de recherches qui sont en cours, puisque il y a des questions qui paraissent assez simples. Par exemple, c'est mesurer la température sur le globe. Question simple. En fait, c'est une question assez compliquée, puisque les instruments sur Terre ne sont pas répartis de la même manière, par pays, par continent. Il y a certains continents qui ont beaucoup moins de stations météo. Et donc là, on a une grosse erreur d'incertitude sur ces régions-là. Il y a aussi, bien sûr, l'océan prend une grande place sur Terre, et il y a très peu d'instruments météo aussi qui sont sur la surface de l'océan. Donc il y a des bouées, etc. Mais la densité est beaucoup plus faible. Donc ça, c'est un premier problème. Et un deuxième problème, c'est que lorsqu'on remonte dans le temps, aujourd'hui, on a des mesures satellites, on a beaucoup d'instrumentation, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir, par exemple, la température, il y a 1 siècle, il y a 2 siècles, il y a 3 siècles ou 4 siècles. Il n'y avait pas de thermomètre à l'époque. Donc on se pose la question, comment reconstruire des données lorsqu'on n'a pas des observations directes? Ça, c'est un problème de statistique et de mathématiques, ça s'appelle de la reconstruction, et j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, au niveau de ce questionnement, donc, si on a des périodes avec des données de très bonne qualité et des périodes où il n'y a pas du tout de données, la question qui se pose, c'est comment mesurer l'incertitude sur ces quantités différentes. Et donc, ça, c'est aussi des problèmes de probabilité et d'incertitude. Il y a aussi la qualité des données elles-mêmes. Alors, c'est un graphique assez intéressant dans le sens que sur ce panel ici, ça, c'est les températures. En fait, à chaque point, chaque station, il y a des petites croix, chaque station, on a calculé la tendance, d'accord, au réchauffement sur le siècle. D'accord? Et on obtient cette courbe-là. Et qu'est-ce qu'on voit? On se dit, voilà, on dit que la pente de réchauffement sur la France a l'air d'être très
hétérogènes. Ici, parce que on voit des courbes de niveau à 1,2, puis d'autres à 0,5 ici, etc. On peut se dire, ah ben voilà, c'est parce qu'on a mesuré ça. Mais en fait, c'est parce que là, on ne mesure pas un phénomène physique. Ici, on mesure un phénomène qui est dû à des erreurs dans le sens d'instrumentation, puisqu'il faut corriger les données. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas corriger les données, en général. Mais souvent, en fait, les gens qui travaillent avec des vraies données savent qu'il faut corriger les données, puisque on peut imaginer que ici, il y a 50 ans, je ne sais pas, le CIRM, ça a été construit en quelle année, mais voilà. Donc, supposons qu'à 50 ans, il y avait une station météo qui était ici, juste à côté de la vitre, et d'un seul coup, on construit le CIRM. Donc, la température, elle va changer, mais ce n'est pas du tout parce qu'il fait plus chaud ou plus froid, c'est parce qu'il y a un bâtiment qui fait de l'ombre à la station météo. Donc, il faut corriger les valeurs qu'on enregistre. Par exemple, les stations au début du siècle, du moins étaient plutôt dans les écoles, et après, la station souvent a été transportée dans les aéroports. Donc on mesure des choses différentes à différents différents. Donc il faut tout le temps corriger. Et ça, c'est des problèmes de statistiques de détection de rupture. Et par exemple, à la conférence qui est organisée cette semaine, il y a beaucoup de présentations qui sont dédiées à la détection de rupture dans les séries temporelles. Donc ça, c'est une partie des applications de la mathématique, ou des mathématiques, je devrais dire. Et donc sur cette carte-là, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on a corrigé les observations. D'accord ? Donc on voit en fait que ce qu'on croyait être un signal très hétérogène spatialement, en fait, le réchauffement qu'on a sur la France est beaucoup plus homogène. Donc lorsque vous travaillez avec des données qui proviennent d'instruments, il faut être très très vigilant pour pouvoir les corriger de manière le plus précise possible. Alors, pour revenir un petit peu encore sur cette question de réchauffement, ici, on ne voit pas beaucoup avec les contrastes. Mais en fait, ici, c'est les températures minimales en France, et ça, c'est les températures maximales. D'accord ? Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les tendances qu'on observe de 1900 à 2000, en fait, sur le nord de la France, ne sont pas les mêmes si c'est les températures de jour ou c'est les températures de nuit. Et ça aussi, ça peut avoir des conséquences assez importantes au niveau de l'adaptation. Par exemple, si vous êtes un agriculteur, si vous voulez planter du maïs ou de la vigne, en fait, savoir que les températures minimales ou températures maximales vont changer, ça peut avoir une influence assez importante sur votre production. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, c'est juste un graphique pour illustrer le fait, c'est à peu près le nombre de séries temporelles sur l'Europe dans l'approche européen qui étaient disponibles. On voit donc les séries temporelles, on a à peu près la centaine. Alors dès qu'on passe aux années 1980, grâce aux satellites, grâce aux mesures de stations qui ont augmenté, eh bien on a beaucoup plus de données. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile de faire de l'inférence statistique avec beaucoup d'observations qu'avec très peu. Donc je vais... Maintenant, là, on est à l'échelle du territoire français. Maintenant, on va passer plutôt à l'échelle mondiale. Et on voit à peu près la même chose, c'est-à-dire que les températures de nuit, il y a une décroissance, et les températures maximales de jour, il y a une croissance. C'est-à-dire que la nuit, il fait de plus en plus chaud, et donc il y a moins de nuits froides. Alors, dans ma présentation, il y avait aussi un titre, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. Donc là, on a commencé à voyager dans le passé récent, mais on peut se demander, est-ce que je peux carrément aller au-delà des années, on va dire 1900, où là j'avais encore des instruments qui permettaient de mesurer la température. Est-ce que je peux me déplacer plus et aller dans le passé, par exemple, il y a 400 ans? D'accord? Et là, il y a tout un travail de modélisation statistique qui est important, ça s'appelle de la reconstruction. Et ici, c'est plusieurs types de reconstruction. Alors ici, c'est l'axe des temps, par exemple, ça va de à l'année 900, hein, c'est pas 1900, c'est 900.
alors à peu près 1000 ans, quoi, 1900 et aujourd'hui. Donc on voit toujours le réchauffement des températures actuelles. On voit aussi que par le passé, il y avait le petit âge, il y avait, dans les années 1000, l'an 1000, en fait, il faisait assez chaud. Et après, il y a le petit âge de glace. Une autre façon de voir ça, c'est une autre courbe, où là, on a pareil, l'axe des temps, c'est les années. Et ce qu'on voit, c'est aujourd'hui, c'est les températures actuelles en noir, qui se réchauffent. Et après, on a une bande d'incertitude qui est très, très, très importante, puisqu'on a très peu de données. Et alors, je vous ai pas encore dit, puisqu'on n'a pas de thermomètre, comment on calcule la température. Ça, je ne l'ai pas encore explicité. Et il y a plusieurs manières de faire ça. Donc ça, c'est ce que je l'appelle une machine à remonter le temps. Alors, là, c'est différents films, et peut-être que vous ne les connaissez pas, parce que moi aussi, je suis plutôt dans le passé. Et donc, les films qui sont ici sont peut-être assez anciens pour votre âge. Peut-être que vous reconnaissez un ou deux. Alors, ici, ce qu'on va faire... Donc, aujourd'hui, on a le présent, on a des stations de mesure météorologique. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de faire une relation de transfert, donc en fait, une fonction d'inversion, avec ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire une mesure indirecte. Et des mesures indirectes, vous en avez à peu près partout, du moins partout. Par exemple, si vous regardez par la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit? On voit des arbres. D'accord? Et un arbre, bien sûr, sa croissance va sûrement dépendre de son environnement. D'accord? S'il fait très très sec et très très chaud, c'est pas pareil s'il pleut et si c'est humide, par exemple. D'accord? Donc l'arbre va réagir à son environnement. Et donc il y a toute une communauté qui travaille sur les largeurs de cernes d'arbres. Donc ils coupent l'arbre. Et en plus, l'arbre, il y a quelque chose de très intéressant dans un arbre, c'est que c'est quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais quand vous découpez un arbre, ça fait des ronds. On peut calculer l'âge de l'arbre. Ça, c'est très important, puisque ça donne, en fait, c'est comme si on avait un chronomètre. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a une nouvelle cerne, ça nous donne une année. Donc, on peut compter le nombre d'années. Et l'épaisseur de la cerne nous donne une autre information. Ça peut être la température ou la précipitation, etc. Et donc, si on arrive à trouver une relation entre les mesures actuelles et les cernes d'arbres, si on arrive à construire une relation mathématique entre les deux, il suffirait d'inverser la relation pour ensuite reconstruire des températures ou des précipitations. D'accord? Alors, il y a beaucoup de proxys. Par exemple, il y a aussi les pollens qui sont utiles. Il y a aussi, par exemple, les coraux. Il y a aussi les stalagmites qui sont aussi importants. Il y a aussi les lichens. Il y a beaucoup de proxys ou de documents historiques. Par exemple, on peut ne pas avoir un instrument de mesure, mais on peut avoir quelqu'un qui a écrit dans un texte « Cet hiver a été très rude et ça a tué, 500 personnes dans la ville ». Donc il y a de l'information historique aussi à prendre en compte. Le problème, c'est que d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire que les cernes d'arbres, les documents historiques, ce qui vient des carottes de glace, etc., ont des échelles de temps différentes. D'accord? C'est-à-dire que les pollens, par exemple, c'est plutôt pour la basse fréquence, et alors que les changements qui sont enregistrés sur les arbres, c'est plutôt de la hausse fréquence, dans le sens c'est année par année. Mais ça ne va pas nous dire grand-chose sur le climat, en moyenne, sur 50 ans ou un siècle. Donc je vais vous donner deux exemples. Qui sont utilisés, en fait. Donc là, je vais parler un peu plus de stats et de proba. Et donc, mon boss, là, Pierre-Simon Laplace, parce que je travaille pour l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et Pierre-Simon Laplace a beaucoup fait de travaux concernant la probabilité. Et en particulier, il a trouvé un
des résultats très intéressants en ce qui concerne l'inversion et les probabilités conditionnelles. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolé parce que là, cette phrase-là, c'est un transparent que j'utilisais dans un public anglo-saxon, donc je n'avais pas eu le temps de la traduire. Mais en fait, il a dit la chose suivante, c'est que si on a des causes incertaines, on peut associer une probabilité à certaines causes, et si on a des effets, on peut passer de l'un à l'autre, en termes de probabilité. C'est-à-dire que l'objet d'intérêt ici, ce n'est pas un chiffre, c'est une distribution. Et donc, qu'est-ce que nous dit Laplace? Il nous dit que si on est intéressé par les causes, par exemple, ici, on suppose que la cause, c'est un changement de température, et l'événement qu'on observe, c'est par exemple la cerne d'arbre, alors on peut aller de la cause à l'événement, multiplié par la probabilité de la cause, divisé par la probabilité totale. D'accord? Est-ce que vous avez vu ça dans vos cours? Peut-être pas. Donc c'est une formule assez importante, ça permet d'inverser, on observe des choses, on cherche les causes, et ça permet d'inverser le système. Donc c'est, bien sûr, c'est une idée assez géniale, et qui a été après reprise par un Anglais, qui s'appelle Bayes, le théorème de Bayes. Et donc c'est une idée en probabilité qui est majeure. Je vais introduire un autre personnage. Là, on a vu Pierre-Simon Laplace, mais alors, il y a très longtemps, on n'avait pas des euros, on avait des francs, et les Allemands avaient des Deutschmark. Mais il y avait quelque chose d'extraordinaire dans le Deutschmark, c'est que c'était, à ma connaissance, mais peut-être que vous avez d'autres exemples de ça, c'était, à ma connaissance, le seul billet de banque où il y avait une formule mathématique et aussi une courbe de densité de probabilité. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, j'ai essayé de faire un zoom. Elle est là. Donc, vous l'avez vu ça en cours, peut-être il y a 3 mois? Dans 3 mois. C'est une machine à remonter le temps, mais aussi à te projeter dans le temps. Donc, c'est très bien, vous allez la voir en détail. Et donc, la formule de Gauss est très importante, c'est la loi gaussienne, ça s'appelle aussi la loi normale. Et on peut se poser la question, pourquoi une formule mathématique serait sur un billet de banque, en fait? C'est que quand même, ça doit être une formule assez importante, en fait. Et donc, alors, je ne sais pas si je suis toujours connecté en réseau. Alors, j'ai essayé de vous expliquer, là j'étais sur un site web, et en fait il y a aussi Galton qui avait travaillé là-dessus, et Galton il avait, vous voyez, il avait fait une petite expérience où vous avez des petites billes, d'accord, et les petites billes elles vont tomber, et il y a aussi des petites punaises en haut, donc vous voyez il y a des petites punaises ici. Donc faites tomber des billes, il y a plein de punaises, et les billes elles vont tomber, elles vont toucher une punaise, elles vont soit partir à droite ou à gauche avec la gravité, ainsi de suite. D'accord? Et quand on fait tomber les petites boules, et on compte le nombre de boules dans chaque case, ici, après il y a des cases, et on a cette forme-là. Et ça, c'est la forme de la loi normale. Est-ce que c'est le hasard, ou est-ce que c'est un phénomène plus fondamental? En fait, c'est lié aussi à la loi binomiale, c'est-à-dire que en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait des sommes de petits déplacements, à droite ou à gauche, et on compte, à la fin, on va tomber sur la loi gaussienne. En fait, la loi gaussienne est très très importante d'un point de vue mathématique, parce que c'est une loi qu'on appelle stable ou invariante. C'est-à-dire que si vous prenez une variable aléatoire qui est gaussienne, et vous l'ajoutez avec une autre variable aléatoire qui est gaussienne, alors la somme des deux sera encore gaussienne. Donc c'est des choses, lorsque l'invariance est très important pour expliquer ces principes.
Et je vous donnerai le site web, si j'arrive à descendre là. Alors, voyons voir si je suis connecté. Donc, par exemple, si vous faites l'expérience, et les boules, elles vont tomber, vous comptez, et comme c'est une somme de variables aléatoires de 0 à 1, ça va faire une loi de binomiale. Et en fait, la loi binomiale, en fait, si le nombre de cases était assez grande, elle pourrait être approximée par la loi normale. Et donc, à la fin, on va avoir une distribution de type loi normale. Alors je pense qu'on arrive à la fin. Donc là, il y a très peu de cases, il n'y en a que 6. Donc, mais si on augmentait le nombre de cases et si on augmentait le nombre de boules, eh bien, on aurait une... Hop, j'arrive pas à remonter. Non, ça monte. Bon, c'est pas très grave. Ah, si, c'est bon. Voilà. Donc, on arriverait à ce type de distribution. Et ce type de distribution, vous la rencontrez partout. Par exemple, je prends... votre classe, et je calcule la moyenne, par exemple, de la hauteur d'étudiants, et je prends une autre classe sur la région de Marseille, je prends une autre classe, etc. J'en prends 10, 15, 20, 30. À la fin, si je mets tous les points ensemble, ce sera une loi gaussienne. Ou ça s'appelle une loi gaussienne ou une loi normale. Alors, attendez, je vais passer... Donc là, on était avec... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Monsieur Gauss. Alors, vous vous rappelez, on a vu cette formule-là, la formule de Laplace, des premiers conditionnels. Ça s'appelle aussi la formule de Bayes. On a vu Gauss. Bon, en fait, on pourrait se dire... on pourrait les mettre ensemble pour résoudre un problème statistique classique, c'est la régression linéaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la régression linéaire? C'est peut-être un peu difficile pour vous, parce que c'est la première fois que vous voyez ça, mais en fait, l'idée est très simple. C'est par exemple, c'est résoudre une équation, en quelque sorte. D'accord? Et l'inconnu dans cette équation, souvent, c'est appelé, en statistique, le paramètre bêta, mais qu'importe le nom. D'accord? Par exemple, vous dites... Tiens, j'ai des mesures sur un arbre, d'accord, sur une plante, et vous voulez expliquer la plante. Donc ça, c'est ce que vous voulez expliquer. Vous avez des mesures qui correspondent à une plante, et vous avez, par exemple, des variables explicatives qui sont la précipitation, la température, l'ensoleillement, etc. Donc d'un côté, vous avez des variables de départ qui sont explicatif, la température, la précipitation, l'ensoleillement, etc. Et vous voulez expliquer quelque chose, ce que vous observez. D'accord? Par exemple, la croissance d'un arbre. Donc, et ce qui vous intéresse, c'est le coefficient bêta. Par exemple, si bêta est à 0, ça veut dire, en gros, que si le bêta pour la production par rapport à la température est égal à 0, ça veut dire que la température ne joue pas sur la croissance. Ou au contraire, si bêta est très élevé, ça veut dire que là, c'est important. Donc, ici, on a une équation, on cherche bêta, on observe les y et les x sont donnés. Mais par contre, ils sont contaminés par un bruit, une erreur de mesure. D'accord? Et en général, l'erreur de mesure, ça représente l'incertitude sur ce qu'on a. Et comme c'est un truc souvent macroscopique, on peut dire que c'est sûrement une loi normale, gaussienne. D'accord? Donc on cherche bêta et on observe y. D'accord? Donc pour résoudre ça, il y a plusieurs manières de le faire. Mais une des méthodes, c'est d'utiliser M. Laplace et M. Gauss ensemble, le théorème de Bayes et Gauss, et ça va nous permettre de trouver la formule. Alors ici, c'est un autre exemple. Par exemple, ici, ma régression linéaire, là, on voit bien qu'elle est linéaire. Par exemple, j'ai mes x et mes y, et bêta, ce serait la pente. Ici, elle est plus linéaire, par exemple. Donc en fait, ce type de structure permet à la fois de faire un fit, mais aussi des fois d'avoir des choses... ce qu'il faut faire attention, c'est que ce modèle-là, comme en mathématiques, c'est très important, on suppose qu'il est vrai.
si on l'applique quand il est faux, par exemple ici, si c'est une courbe plutôt au carré, eh bien on va estimer quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec le problème. Donc il faut faire très attention à ça. La sélection de modèles et la vérification du modèle, c'est essentiel en statistique. Alors juste ici, des formules mathématiques, c'est pas pour vous impressionner, mais c'est pour vous dire qu'en fait, si on simplement utilise Gauss, les propriétés de la loi de Gauss, et les propriétés, par exemple, du théorème de Laplace, des probabilités conditionnelles, on peut explicitement avoir la distribution de bêta, le paramètre terrestre, en fonction des données, et ça suivra aussi une loi normale. On peut calculer tout ça. Donc c'est pas du tout facile, mais mais ce que je veux dire, l'idée c'est pas de vous prouver le résultat théorique, c'est de vous dire qu'il y a des outils qui sont mathématiquement très utiles. Et en particulier, ici on va continuer notre voyage un petit peu maintenant. On parlait beaucoup de temps, mais là on va être pareil dans l'espace. On va aller près du Pérou, en Bolivie, près du lac Titicaca, comme dans la chanson. Vous ne connaissez pas la chanson? Il y a une chanson avec... si vous cherchez YouTube, lac Titicaca, chanson, vous allez trouver une chanson. Alors, pour vous parler de cette région-là, en fait, ce qui se passe, ici on a été dans la... Bon, quand je dis on, c'est un collègue du CNRS qui a été dans les Andes, à plus de 4000 mètres, et il a été mesuré, en fait, des lichens sur des moraines. Alors, donc c'est un travail qui est assez fastidieux. Donc ici, imaginez, parce qu'en fait, là ici, en fait, la question scientifique était la suivante. La question scientifique était, est-ce qu'on peut retrouver le climat passé en Bolivie, en haute altitude? C'est ça la question scientifique. Et ici, il y a 400 ans, il n'y avait pas de thermomètre. Et aujourd'hui, il n'y a pas de thermomètre non plus, en fait. D'accord? Par contre, ce qu'on peut voir, si vous arrivez à détailler la carte, c'est qu'il y a un glacier. Et en fait, le glacier, qu'est-ce qu'il fait? S'il fait très froid, il va avancer. Il avance et il va détruire tout sur son passage. En fait, Mais par contre, lorsque ça se réchauffe, il recule. Et à chaque fois qu'il recule, il laisse une trace. C'est là où il était avant. Ça s'appelle une moraine. D'accord? Donc il recule, et après il avance, et après il recule, il avance. Et donc à chaque fois qu'il y a une marque, comme ici, ça veut dire, ça c'est la plus vieille des moraines, le glacier était là. Et vous voyez, il y a comme des rides en fait, des rides qui sont. Et donc mon collègue a été ici, à plus de 4000 mètres d'altitude, et comme il y a pratiquement, on ne peut pas faire de la dendrochronologie, la dendrochronologie c'est l'étude des arbres, il n'y a pas d'arbres à cette altitude-là. Les seuls organismes semi-vivants qui peuvent exister là-bas, c'est les lichens. Et donc, il a compté le diamètre des lichens. Et donc, si vous comptez, l'idée est très simple, c'est vous prenez un lichen sur une roche. S'il est très gros, le lichen, ça veut dire qu'il est vieux. Et s'il est très vieux, ça veut dire que la moraine, le morceau de rocher qui est en dessous, sur le lichen, est aussi très vieux. D'accord? Donc on est exactement dans la réflexion qu'on a sur la régression, ici c'est la régression plutôt qui a été non linéaire, c'est à partir d'un proxy, c'est-à-dire une mesure indirecte, le diamètre du plus gros des lichens sur les moraines, est-ce que je peux déduire une connaissance sur l'âge de la moraine? Donc ça c'est un problème mathématique. Et donc ce qu'on veut faire, c'est reconstruire la courbe qui nous permet de faire le lien. Et si on a cette courbe-là, alors on pourrait calculer les moraines, la date des moraines. Donc on l'a fait en utilisant le théorème de Bayes et une théorie mathématique statistique qui s'appelle la théorie des valeurs extrêmes. Bon, il reste un tout petit peu de temps. Et grâce à cette étude, on a montré que le petit âge de glace a bien eu lieu aussi en Bolivie.
Alors, une autre étude, c'est la dendrochronologie. Et là, j'ai pris un exemple où c'est un peu plus proche de chez vous. On n'est plus en Bolivie maintenant. On va se rapprocher de Marseille. Moi, je ne connais pas trop le coin. Mais des collègues ont été à Rognac. Et en fait, pour ceux qui sont du coin, il y a une espèce de sapin qui est là-bas. Et donc, les gens ont découpé quelques 17 en fait, sapins, et ont calculé le diamètre, du moins, ont calculé la largeur des cernes d'arbres, et ils ont proposé, donc ça c'est les données, donc vous voyez c'est comme des spaghettis. Ici vous avez 17 courbes, en fait elles sont de longueurs différentes puisque les arbres ont un âge différent, et la question c'est à partir de là, est-ce que je peux déduire la précipitation et la température? Ça c'est un problème classique en reconstruction et en statistique. On veut reconstruire quelque chose, mais on observe quelque chose de différent. Alors le modèle mathématique que l'on a est assez simple en théorie. C'est simplement, on va dire, en fait, la croissance des arbres, elle est due à deux effets. L'effet de l'âge, c'est-à-dire que comme n'importe quel organisme vivant, on change simplement dû à l'effet de l'âge. C'est-à-dire plus on vieillit, plus le métabolisme change. Et donc, par exemple, la croissance de l'arbre, l'arbre, quand il va être jeune, juvénile, il va croître de manière très rapide, et ensuite il va atteindre un plateau. D'accord ? C'est comme nous, les humains, ben voilà, quand on est jeune, on grandit, puis à un certain âge, on ne grandit plus, par exemple. Donc mais ça, ce n'est pas du tout un effet qui est lié, par exemple, au climat. Si ce qui nous intéresse, c'est le climat, ce n'est pas un effet qui est lié au climat. Ça. Et ce qui nous intéresse, c'est l'effet qui est lié au climat. Donc on appelle ça l'effet lié à l'environnement. Alors maintenant, on a un problème, c'est-à-dire que les deux sont mélangés. Les deux sont mélangés. Par contre, un moyen de s'en sortir, c'est que l'effet qui est au climat, on peut dire qu'il doit être commun à tout le monde. Les arbres jeunes ou les arbres vieux sont soumis au même climat la même année. D'accord ? Ils n'ont pas un climat différent puisqu'ils sont pris dans la même région. Donc en fait, le signal qui nous intéresse, c'est le F, c'est le signal d'intérêt. Lui, il est commun à tous les arbres, donc en moyenne, on devrait le voir plus souvent. Donc on a utilisé, en gros, le problème revient au suivant. Donc on a un signal qui est commun, on a un signal à basse fréquence qui est la structure de l'effet de l'âge, et on observe les deux et on va faire le retour. C'est un peu difficile parce que c'est comme je vous disais que 1 plus 1 égale 2, mais je disais que 2 c'était quoi? Est-ce que c'est 1 plus 1 ou c'est 0 plus 2? Là c'est pareil. En fait, l'idée c'est j'ajoute deux choses et je vois la somme, mais je ne vois pas les deux. Donc c'est comment retrouver le signal de départ et les autres courbes. Donc c'est un problème d'inversion, de régression en fait. Et donc là on utilise en fait le théorème de Bayes ou de Laplace, deux fois, c'est pas très, très important. Ce qui est important, moins deux choses, c'est que je vais plutôt passer vite là-dessus, c'est que si je reviens à mes données, il est possible d'extraire en fait le signal commun et de l'effet de chaque âge. Donc là, je vais m'arrêter plutôt au signal commun qui est estimé, c'est celui-ci. Et vous voyez, il y a aussi des barres grises, des barres grisées. Ça, c'est l'incertitude. Et l'incertitude, elle augmente dans le passé. Parce que plus on remonte dans le temps, moins on a d'arbres. Donc ça a été pris en compte. Donc en fait, le travail du statisticien en général, c'est non seulement de produire le signal moyen, mais aussi en fait d'identifier l'incertitude et de pouvoir la quantifier. Ce qui n'est pas trivial en général. Et donc, on a fait ça sur 3 sites différents et on a pu, par exemple, reconstruire les températures d'été à Rognac. Alors, j'ai pratiquement fini avec ma présentation.
Alors on peut se poser la question du futur. Alors je vous laisse d'abord lire. Vous avez besoin de traduction, c'est bon. Sinon vous pouvez revenir après dessus. Alors pourquoi je mets ça? C'est parce que le futur, je vais surtout parler du passé en fait. Le futur, il y a les modèles climatiques qui, eux, partent d'une autre stratégie, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas des données. En fait, c'est souvent une incompréhension, souvent des gens qui critiquent les modèles climatiques. Ils pensent que les modèles climatiques sont ajustés aux données. Mais en fait, non. Un modèle climatique est construit à partir de la dynamique de l'atmosphère, de l'océan, des interactions avec la végétation, etc. Mais il n'y a pas de données d'observation qui sont rentrées dans le modèle. Par contre, la complexité des modèles a changé. Dans les années, par exemple, il y a une vingtaine, alors c'était quelles années c'était 70, dans les 70, par exemple, il n'y avait pas de montagne dans les modèles, l'océan était vraiment très mal représenté, etc. Et donc, année après année, on a augmenté la complexité des modèles en ajoutant plus d'océans, plus de végétation, etc. Et aussi en augmentant la résolution spatiale des modèles. Par exemple, l'Europe, il y a 30 ans dans un modèle, c'était 1 point. Maintenant, c'est quelques points. Le point de grille, je parle. Donc la représentation des modèles s'est affinée avec, bien sûr, les progrès en informatique. Alors ce qui se passe, c'est que aussi, dans les modèles, par contre, on rentre ce qu'on appelle des forçages. Il faut quand même des entrées. C'est par exemple le CO2 qu'on aura dans 20 ans. Ça, on ne le sait pas. Combien de CO2 on aura dans l'atmosphère dans 20 ans. Alors, il y a des économistes qui ont proposé des scénarios, plusieurs types de scénarios, et on rentre ces scénarios dans le modèle, on fait tourner le modèle climatique, et on obtient une réponse. Alors, pour vous parler des scénarios, ce qui est assez troublant, c'est que, en général, les scénarios ils ont été établis dans les années 2000, et en général, il y avait des scénarios qui étaient vraiment assez optimistes. Et là, on est en 2013. La courbe noire, c'est nos émissions actuelles. On voit que les scénarios, en fait, les pires ont été suivis par la population, quoi. C'est-à-dire qu'on a émis, comme c'était le pire, c'est-à-dire que rien n'a été fait pour l'instant, diminuer nos émissions. On est dans le pire des cas au niveau des émissions. Et si on fait ça, ben en fait, on peut projeter. Alors, c'est des projections. Ça ne veut pas dire que c'est des prédictions ou des prévisions, etc. C'est simplement des projections. C'est-à-dire que ça permet d'explorer l'avenir. Mais ça ne nous dit pas du tout ce qu'est l'avenir. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est, en gros, qu'il est très probable que si on continue avec le même degré, en fait, d'injection de CO2 et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on risque d'augmenter de plusieurs degrés la température globale de la Terre. Alors pour conclure, qu'est-ce que je voulais faire passer comme message? Déjà, mais ça je pense que c'était assez simple, c'était dire qu'il ne faut pas du tout confondre la météo et le climat. En fait, d'un point de vue climatique, le climat c'est plutôt un concept probabiliste au niveau de son analyse. Au niveau du système, c'est vraiment de la physique. Bien sûr, ça se réchauffe. Au niveau des mesures, les mesures, elles sont très hétérogènes dans le temps et dans l'espace. Les activités humaines vont en fait jouer un rôle essentiel aujourd'hui. Ça, c'est une des conclusions du rapport du GIEC. Alors, en ce qui concerne les probabilités et les stats, donc c'est plutôt moi ce que j'utilise dans ma recherche, mais il y a d'autres, bien sûr, types de mathématiques qui sont utilisés en climatologie, en particulier dans la fabrication des modèles. Il y a beaucoup de physique, d'équations différentielles, etc. Donc nous, au niveau de la stat et de la proba, on a croisé Gauss. On a aussi vu Pierre-Simon Laplace. On a fait un petit peu de régression. Donc c'est déjà pas mal. Et je vais conclure par ça, c'est toujours plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est pas une question pour moi, mais c'est pour vous. C'est qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc ça, c'est... Voilà, je vais conclure là-dessus.